Édition spéciale en direct de Bunia. Bonsoir à tous, merci d'être avec nous en direct de la capitale de la province de l'Ituri, une province sous état de siège. Notre invité aujourd'hui est le gouverneur militaire, il s'agit du général Luboya. Pour interroger le général Luboya, je ne serai pas seul, je serai avec Christine Abedito, elle est directrice générale de Radio-Télé Montbleu, la radio qui émet ici de Bunia, mais aussi Franck Assanté, correspondant permanent à Bunia de Top Congo FM. Mon général, bonjour. Bonjour, bonjour. Merci d'accepter de nous recevoir ici, chez vous, à Bunia. Gouverneur militaire, état de siège, faisons d'abord le point. Comment est-ce que vous jugez cet état de siège? Non, je pense que le jugement, les réalisations, je pense qu'on y est au moins 60%. Et que donc, si nous avons eu cette opportunité, comme je disais, cette opportunité de rester au moins pendant 11 mois. Et donc, ces 11 mois nous ont permis non seulement de terminer avec la première phase, parce qu'il s'agit d'une opération militaire, la première phase et puis la deuxième phase. Là, nous sommes dans la deuxième phase. Et donc, dans la deuxième phase, la première phase d'abord, comme je disais, c'était les grandes localités, les grandes agglomérations, les localités. La deuxième phase, c'est poursuivre l'ennemi dans la profondeur. Donc voilà où nous sommes aujourd'hui, mais en même temps, parce que ce sont des activités concurrentes, parce qu'à la troisième phase, nous devrions, n'est-ce pas, contrôler la province et sécuriser la population et stabiliser. Et donc, dès la première phase, nous commençons aussi avec le développement, comme ce sont des activités concurrentes. Et donc, nous sommes sur les deux dimensions, opération, développement, c'est-à-dire infrastructure. Je peux dire que je suis à 60%, 70%. Avant vous, on a reçu en édition spéciale le gouverneur de l'autre province en état de siège. Je cite le général Constant Dima du Nord Kivu. Il semblait aussi satisfait. Mais comme pour vous, la province de l'Ituri, c'est encore il y a 2-3 jours, encore récemment, je pense même cette nuit, des échos de massacres, des échos de population en insécurité. On parle de Codeco, l'attaque des FRDC qui a été saluée d'ailleurs par Thomas Lubanga sur les Codeco, les ADF qui sévissent toujours. Du coup, êtes-vous satisfait en fait, puisque l'état de siège, c'était pas pour gérer cette province, c'était pour arrêter tout ça? Bon, je pense que le grand problème que nous avons, il faut que nous, les militaires, nous fassions comprendre à la population les opérations. Parce que s'ils ne sont pas informés des opérations, c'est difficile qu'ils apprécient le travail que nous sommes en train de faire. J'ai bien dit que nous avions commencé avec la première phase, où nous avions ouvert, n'est-ce pas, les grands axes et pris les grandes agglomérations et les localités, avec comme conséquence de chasser, n'est-ce pas, cet ennemi de leur centre d'intérêt. Deuxième phase, c'est poursuivre l'ennemi dans la profondeur. Quelles sont les conséquences quand vous commencez à poursuivre l'ennemi dans la profondeur? Quand vous l'avez chassé des centres d'intérêt, il devient faible. Il n'a plus les moyens. Et donc, il va vous faire un chantage. Regardez partout au monde, ça se passe comme ça. Quand on parle des opérations militaires. Parce que la deuxième phase, vous avez fait du mal à l'ennemi a du mal à s'approvisionner, l'ennemi a faim, l'ennemi reste vraiment dans l'incertitude, alors il fait un chantage. Vous pouvez prendre le cas de l'Afghanistan, vous allez prendre le cas de l'Irak, c'est comme ça. Je voudrais que cette fois-ci, au moins que la population comprenne. Nous sommes dans la deuxième phase, ils ne sont plus dans les centres d'intérêt, les mines où ils étaient, les grands axes, notamment les nationales où ils étaient, et donc ils sont en errance. Et pour revenir, n'est-ce pas, pour nous faire chanter, ils vont, comme ça, en petits groupes, ils vont s'attaquer à la paisible population, pour, n'est-ce pas, toucher vraiment au cœur de la population. Voilà. Christine Abedito, Radio-Télé Montbleu. Oui, effectivement, nous qui sommes sur le terrain, nous avons vu, il y a eu des avancées sur la RNV7, nous avons vu ça. Mais finalement, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qui reste pour que ces groupes armés puissent réellement déposer les armes et puis qu'il y ait vraiment la paix à Ituri? Nous avons ici, vous savez, nous avons deux, je peux dire, parce qu'il n'est pas bon de directement comme ça, parce que quand on parle d'ennemis, cela signifie que on parle souvent c'est l'étranger en fait.
Donc, nous sommes venus ici pour les ADF. Et donc, ces groupes étrangers, nous sommes en train de les défaire. Si vous les avez vus hier, n'est-ce pas, traverser la RN4, c'est parce qu'ils savent, nous sommes, n'est-ce pas, en contact avec eux, dans les opérations conjointes, et ils sont en train de s'éloigner vers n'est-ce pas, leurs anciennes positions. Mais de l'autre côté, nous avons aussi nos groupes, nos Congolais, qui font d'ailleurs plus de mal, notamment le Codeco. Avec le Codeco, malheureusement, ce sont des Congolais. Nous faisons les opérations, mais en même temps, nous parlons avec les communautés. Nous organisons des dialogues, pas directement avec nous, l'armée. Vous avez vu, la task force est arrivée ici pour contacter, n'est-ce pas, les groupes armés. Mais en même temps, nous sommes avec nos partenaires, la MONUSCO, qui appuie aussi. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que l'AT, l'administrateur du territoire de Irumu, a terminé à rencontrer, je crois que vous êtes au courant, la dernière fois c'était avec Chinyakilima, et ils sont en pourparlers, mais ils projettent déjà ce qui va se passer dans le Djougou. C'est ainsi qu'il y a un groupe, n'est-ce pas, des Lendou, de la communauté Lendou, des leaders de la communauté Lendou, qui sont allés à Kinshasa pour contacter les leurs, pour qu'en fait, pour que nous passions maintenant à Djougou. Et la finalité, c'est quoi? L'état final recherché, c'est quoi? C'est qu'après, nous allons faire, n'est-ce pas, un gros dialogue entre les communautés pour essayer de résoudre le problème qui a toujours été ici, notamment le problème foncier qu'on ne peut pas résoudre par les armes. Donc, il y a des mécontents, c'est vrai, il y a des Lendou mécontents, il y a des Emma mécontents, ça crée des frustrations et ça crée cette insécurité. On ne peut pas seulement la terminer avec les armes. C'est comme ça qu'en même temps que nous sommes en train de faire des opérations, en même temps, nous sommes en train d'organiser ce dialogue-là par l'entremise de nos partenaires. Voilà. Franca Santé, correspondant au Congo, Bunia. Monsieur le gouverneur, dès votre arrivée, vous avez effectivement lancé les opérations à Boga, Mitego, tout consort. Les terroristes EDF avaient pris refuge cette fois-ci dans la chefferie de Wallace Vokutu, où des personnes sont tirées quasiment chaque jour. Et qu'est-ce qui manque concrètement pour poursuivre ces ennemis de la paix dans la chefferie de Wallace Vokutu? Parce que vous êtes secondé par l'opération de mutualisation des forces FARDC-UPDF. Oui. Je reprends encore. Je dis que nous sommes dans la deuxième phase. Je crois que, si vous vous rappelez très bien, quand nous sommes arrivés ici, ces ADF avec leurs alliés, ils étaient à proximité, donc jusqu'aux alentours de Boga et de Tchabi. Et si vous avez une bonne mémoire, je crois que vous allez vous rappeler qu'il y a eu même des massacres quand nous sommes arrivés. Je crois les 2 premières semaines là. Et depuis lors, nous avons commencé à mener les opérations. Mais avec, n'est-ce pas, nos amis, avec les Ougandais, nous sommes en opération conjointe. Là, nous sommes en train de les chasser. Donc, nous sommes en train de les poursuivre dans leur retranchement. Et je vous ai dit, et c'est la deuxième phase. La deuxième phase, ça fait mal. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, ces gens-là ont quitté leur centre d'intérêt. Ces gens-là étaient là depuis autant d'années. Ils avaient des champs. Les ADF avaient des champs. Ils avaient des maisons là-bas. Mais aujourd'hui, on est en train de les pourchasser. Et donc, dans leur fuite, ils tuent. En petits groupes, ils tuent. Nous avons eu des grandes opérations la semaine dernière. Et c'est comme ça qu'ils sont partis, n'est-ce pas, de l'est de la RN4 vers l'ouest de la RN4. Et ils sont passés par la rivière Ituri. Effectivement, comme ils sont en fuite, il faut monter les enchères, il faut s'attaquer à la paisible. Ça va faire. La deuxième phase, c'est toujours comme ça dans toutes les opérations. Ça fait mal parce que cet ennemi qui était, n'est-ce pas, installé, maintenant il est dans l'instabilité. Et il va vouloir prouver à la face du monde que non, voilà, nous sommes encore forts, nous pouvons faire du mal et trouver peut-être un réconfort auprès de la population qui va dire « Ah non, vous savez, on est en train de nous tuer. » Non, c'est à ce moment-ci que nous devons mettre plus de pression. Voilà. Christine Abedito. Oui, monsieur le gouverneur, vous avez parlé de la chasse des ADF et aussi vous avez dit que votre mission ici était plus par rapport aux ADF.
Mais aujourd'hui, on a tendance à voir que les ADF quittent la frontière avec l'Ouganda et entrent plus à l'intérieur de la province. Est-ce que la mutualisation avec l'Ouganda, ce n'est pas pour plus chasser les ADF de la frontière de l'Ouganda? Et parce qu'aujourd'hui, ils agissent plus, comme hier, ils ont déjà dépassé même la rivière Ituri. Et on a déjà tendance que la route même Komanda et même vers Kisangani déjà est à danger. Est-ce que réellement la mutualisation FARDC et UPDF, est-ce que c'est vraiment pour chasser l'ADF ou soit UPDF est là juste pour les chasser à l'intérieur du pays? Vraiment, je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre. Hein? Je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre. Et ça, moi, je le soutiens. Je reviens encore, nous sommes à la deuxième phase, ils sont effectivement de faire toutes ces théories qu'il y a. Mais rappelez-vous, nous avions connu ici. Nous avions connu qui s'est déplacé, qui est passé dans le Haut-Ouélé, là-bas, où il a commencé à faire des tueries. C'était la deuxième phase, justement, parce qu'on était en train de les chasser dans la profondeur. Mais il faut comprendre que dès lors, il s'était éloigné de la frontière, dans les centres d'intérêt où il pouvait tout avoir, il a commencé à s'affaiblir. Moi, je vous dis, en tant que stratège militaire, je ne vois pas. Si ces gens-là, bien qu'ils puissent partir, ils puissent sortir, n'est-ce pas, de leurs frontières, s'éloigner de leurs frontières. Moi, je pense, c'est vrai, ils seront chez nous, mais ils ne seront pas avec les Congolais. Parce qu'à leurs frontières, ils pouvaient avoir l'appui de leurs frères. Là, à Boga, à Tchabi, il y avait les Banyaboucha. Ils pouvaient avoir leur appui. Mais aujourd'hui, ils vont s'éloigner. Et ils seront plus faibles. Ils sont en errance. Et ils seront plus faibles. Et ça, je peux vous le dire. C'est vrai, ils vont faire mal maintenant à nos populations. Mais c'est vrai qu'ils vont devenir plus faibles. Voilà. La question pose autrement, mon général. Quel est le rôle des deux armées dans cette mutualisation? Est-ce que l'armée ougandaise n'aurait pas plutôt tendance à vouloir protéger son territoire, ce qu'on pourrait comprendre, ou est-ce qu'elle s'implique vraiment dans cette chasse aux ADF, y compris en protégeant les populations congolaises? Non, vous devez savoir, vous savez, nous sommes Congolais. Nous ne pouvons pas, même si vous savez, la mutualisation, c'est plusieurs dimensions. Nous avons la mutualisation, on peut avoir la mutualisation sur le plan logistique, sur le plan opérationnel et sur le plan des renseignements. Dans le cas d'espèce, nous avons la mutualisation sur le plan opérationnel et sur le plan des renseignements. Mais vous devez comprendre que nous sommes des Congolais et l'ennemi est chez nous. Et donc, si nous nous engageons avec beaucoup de vigueur, c'est tout simplement parce que c'est chez nous. Vous ne pouvez pas demander, même si nous avons une mutualisation sur le plan opérationnel, vous ne pouvez pas demander à votre ami de faire plus que vous ne le faites. Vous ne le faites. Et donc, nous sommes là, nous savons que nous avons une mutualisation sur le plan opérationnel. Ils sont avec nous, mais c'est à nous d'abord, les Congolais, de nous engager. Qu'est-ce qu'il faut de particulièrement? Oui. Que fait l'armée ougandaise de particulier? Mais je vous ai parlé de la mutualisation. On parle de la mutualisation quand deux forces sont ensemble pour combattre l'ennemi. Et la mutualisation peut avoir plus ou moins 3 dimensions. Sur le plan logistique, sur le plan opérationnel et sur le plan des renseignements. Chez nous, c'est sur le plan des renseignements et sur le plan des opérations. Donc, ils sont avec nous quand nous nous battons. Sur le territoire congolais? Oui, ils sont avec nous, ils sont à côté de nous. Ils sont avec nous, avec leur matériel. C'est-à-dire, ils peuvent avoir des drones qui vont projeter chez nous. Ils peuvent avoir des informations que nous allons échanger. Voilà. Donc, nous avons la mutualisation dans les 2 dimensions, renseignement et opération. Une question que j'ai posée aussi à votre collègue du Nord Kivu, c'est sur les moyens mis à votre disposition. Le Premier ministre à Goma a parlé de 33 millions de dollars pour la province du Nord Kivu ou pour l'état de siège. Il n'a pas été très précis. Je ne veux pas revenir avec vous dans les détails, je veux juste savoir, est-ce que l'armée est satisfaite de sa condition à l'heure actuelle dans cet état particulier? Non, mais vous savez, ce que je peux vous dire, nous venons où nous sommes encore en 20 ans de guerre. Et pendant ces 20 ans, nous avons beaucoup perdu. Nous avons perdu du personnel, et même nous continuons à perdre du personnel, du matériel. Et que donc,
notre armée est vraiment, vraiment à refaire. Demande beaucoup, beaucoup de moyens. Pour avoir, n'est-ce pas, il faut un recrutement, pour avoir, n'est-ce pas, ce personnel-là, et pour l'achat du matériel. Vous avez parlé de 33 millions peut-être à l'état-major général. Mais ici chez nous, et vous devez comprendre que 33 millions, c'est peut-être pour toute l'armée. Mais pour nous ici, nous avons juste notre partie. Ce que nous avons, c'est pour mener les opérations que nous faisons ici. Et chez nous, non. Chez nous, nous avons, moi je dis toujours, nous ne sommes pas l'armée française, nous ne sommes pas l'armée belge, nous sommes l'armée congolaise. Et donc, même avec le peu, nous allons faire beaucoup. Même avec le peu, nous allons faire beaucoup. Et nous faisons beaucoup, rassurez-vous. Récemment, 37 ONG ont écrit au Premier ministre, vous avez peut-être vu le courrier, pour parler des libertés. Est-ce qu'elles sont à ce point bafouées? Des libertés? Libertés individuelles, droits de l'homme, respect des droits de l'homme, en chef des autorités militaires et de la police. J'ai aussi posé la question au général Constant Ndima. Quelles sont les limites tolérées et tolérables de cet état de siège qui en soi une entrave aux libertés? Non, je pense que ces gens, enfin je ne sais pas, je n'ai pas encore lu la lettre, mais ils ont toujours la propension à exagérer. Ici chez nous, vous pouvez vous rassurer. Je suis avec madame ici, qui à chaque fois qu'elle a l'opportunité, s'il y a des problèmes, on vient discuter. Est-ce que ces ONG-là, ils s'expriment où? Nous sommes des partenaires. S'il y a un problème, quel est le jour où ils sont venus me voir? Quel est le jour où ils m'ont exposé des problèmes et nous, on n'a pas réagi? Quel est ce jour-là? Il n'y a pas de violation? Non, j'y arrive. Non, j'y arrive. C'est-à-dire, quand il y a un lien de subordination entre, n'est-ce pas, ce personnel-là, ou entre ce militaire-là, entre cette unité-là, il y a un lien de subordination entre cette unité ou ce personnel. Et moi, le commandant, je punis. Dès que je suis informé, je punis à la minute. Vous pouvez aller demander. À la minute, je suis informé, c'est information-action. La dernière fois, peut-être, ce que je peux reconnaître, c'est l'histoire de MSF. Ils ont été, n'est-ce pas, ils ont eu une embuscade du côté de Kobou et tout. Bon, ils sont allés parler sur la voie des ondes. Mais ils ont parlé de l'irresponsabilité. L'irresponsabilité, ça signifie quoi? Ça signifie que moi, avec ces hommes-là, qui ont été identifiés au préalable, il y avait un lien de subordination entre ces hommes-là et moi. Or, à ma connaissance, je sais que c'était le Codeco. Je sais que c'était le Codeco qui avait attaqué les gens. Est-ce que ce monsieur-là, le responsable de MSF, aurait-il voulu que moi j'aille punir ces Codeco? Comment si ce n'est pas en menant les opérations? Du reste, vous pouvez aller du côté de Kobo, là où il y a eu les opérations, où il y a eu cette embuscade. Je crois qu'on va vous dire. C'est vraiment les localités où j'ai mis vraiment mon effort principal et où j'ai débarrassé, n'est-ce pas, tout cet ennemi de ces localités. Aujourd'hui, d'ailleurs, je vous informe, là où ils sont partis et ils ont abandonné, enfin, je ne peux pas dire parce que ce sont des étrangers. Aujourd'hui, allez voir, ces populations sont en train de rentrer à Kobo. Ils sont en train de rentrer à Nizi et à Bambou. Mais eux, ils sont partis. Donc, voilà, ils parlent d'une chose, mais sur terrain, on observe autre chose. Si effectivement ils parlent soit d'impunité, soit de des droits de l'homme qui sont violés, mais il faut que je sois au courant. Il faut que je sois au courant. Ah oui. Général Louboya, vous êtes le gouverneur militaire. On va parler de la gestion de votre province. Mais juste avant, puisqu'on parle de l'état de siège, le Premier ministre était mercredi à Bunia. Le Premier ministre était en tournée dans les provinces sous état de siège parce qu'à la demande du Parlement, on demande au gouvernement un plan de sortie de cet état de siège. Pour vous, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est maintenant? Si sortie état de siège il y a, quelle devrait être la formule utilisée? Moi, d'abord, je peux vous dire, et je l'ai répété là-bas, nous avons fait le travail à 60%. Regardez, voyez aujourd'hui, si nous avons des problèmes, on a eu les statistiques là-bas. C'est plus les Congolais qui sont en train de s'entretuer, notamment les Ema et les Lindou. Et donc, ça ne va pas s'arrêter
tout simplement par suite de, je sais pas, des opérations. Il faut aussi penser à autre chose. Et j'ai parlé notamment ici du dialogue. Nous restons maintenant avec la partie. Là où nous étions censés, nous sommes venus ici pour les ADF. Et je vous assure qu'aujourd'hui, les ADF, ils ont beaucoup perdu. Et moi, personnellement, les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Moi, personnellement, je serais content qu'ils aillent plus en profondeur. Parce que là-bas, ils n'auront pas leurs frères pour, n'est-ce pas, avoir la logistique. Ils n'auront pas plus leurs frères. Ils seront seuls, ils seront esselés dans la bourse. Et ils seront plus faibles. Et là, nous allons les anéantir comme on a fait avec Kony. Voilà. Parlons maintenant au gouverneur. Oui. Militaire certes, mais gouverneur. Et pour cela, je donne la parole à Madame Christine Abedito de Radio-Télé Monde. Monsieur le gouverneur, nous avons vu dès votre arrivée, le gouvernorat comme bureau a changé de la forme et aussi même au niveau de la mairie. Et quelque part aussi, nous apprenons qu'il y a aussi le problème de l'argent à un certain moment donné et c'est la population qui en parle aussi. Où est-ce que vous trouvez cet argent? Non, nous avons, je vous ai dit, mon principe c'est avec le peu que j'ai, j'essaie de faire beaucoup, ou je fais beaucoup. Et donc le peu que nous avons trouvé ici, nous avons la convention, nous avons une convention ici avec les pétroliers, les pétroliers, nous avons une convention. Et donc avec ça d'abord, nous avons les routes. Nous avons pu refaire plus de 500 km de route en 11 mois. Et vous êtes informé qu'aujourd'hui vous allez à Magui, vous faites 3 heures. Vous allez à Kassai, vous faites 70 minutes. Hein? En ce qui concerne les infrastructures, c'est-à-dire les hôpitaux, ainsi de suite, les bureaux, de la même façon. Donc nous avons des taxes, je sais qu'ici il y a l'incivisme fiscal, nous essayons de lutter, mais nous avons un peu de moyens, et ce peu de moyens, nous nous concentrons vraiment avec ce moyen à refaire, à réhabiliter et à reconstruire. Et à construire même, si je peux dire. Vous arrivez à faire en peu de temps ce que les civils n'ont pas fait en plus de temps. En autant d'années. Vous savez, il y a des personnes qui viennent me voir. Je vous parle tout simplement de la route, dernièrement, la route Kassenyi. Les gens sont venus me voir et ça fait autant d'années, je crois depuis 70, ils n'ont jamais vu ça. La route Magui, je ne sais pas, ils sont originaires d'ici. En combien de temps je viens de la refaire? C'est quoi, c'est le génie militaire? Non, il y avait des attributaires ici. Avant, il y avait des attributaires fictifs. On payait de l'argent pour des sociétés qui n'existaient pas ou des sociétés de nom. Maintenant, j'ai pris des grandes sociétés, des hommes qui ont le matériel et tout. Et en 3 mois, ils sont en train, on peut voir le résultat. Voilà. Franck Assanté, Top Congo FM. Aujourd'hui, le lieutenant-général Luboubacar Amadjouni est gouverneur militaire. Qu'est-ce que vous comptez devenir après l'état de siège? Rentrer dans l'armée. En tout cas, aujourd'hui, même aujourd'hui. Je vous ai dit, j'ai fait 70% de mon travail ou 60%. Et donc, si on me dit que l'état de siège s'arrête aujourd'hui, non, je rentre. Quand vous dites rentrer dans l'armée, vous n'êtes plus dans l'armée? Non, c'est-à-dire qu'ici, par exemple, je suis toujours dans l'armée, c'est l'état de siège. Mais quand on gère la cité, l'armée, quand on est dans l'armée, on gère la cité. Vous voyez comme je fais là, je suis redevable, je dois rendre compte aux civils à tout moment, il y a l'administration qui est là, l'administration de la cité. Mais par contre, dans l'armée, c'est autre chose. Donc, je fais 2 choses, je commande et j'administre la cité. Je gère la cité. Voilà. Maintenant, je veux rentrer dans le commandement, donc être dans l'armée et commander. Commander et contrôler. Voilà. Est-ce que la province de l'Ituri est parmi les provinces que vraiment vous allez garder au cœur après? Mais ça, c'est une province extraordinaire. Je n'ai jamais cessé de le répéter. Je suis sûr que c'est la 2e province du pays. Et je dis toujours ici, et vous connaissez ma devise, nous devons créer l'espoir ici. Là où l'espoir n'existe pas, là où on voit les atrocités, nous devons créer. Et ça, j'ai toujours répété. Je demande même aux leaders, tous les jours ici, ces populations qui sont en train de souffrir, ils n'ont pas ce droit-là. L'Ituri a tout pour être prospère. Et nous devons faire quelque chose pour que cette province change. Elle participe, pour que la province participe au développement du pays, du Congo en l'occurrence. Après, je suis rassuré qu'après le Katanga, c'est ici.
Au demeurant aussi, la population, moi je suis allé à Magui et à Aru. Il faut voir ces populations là-bas, comment elles sont courageuses. Je ne dis pas que ceux de Irumu et de Djougou ne sont pas courageux. C'est tout simplement parce qu'ils sont embrouillés dans cette histoire de violence. Mais s'ils peuvent pacifier, n'est-ce pas, les deux territoires ici, je vous assure que c'est un peuple très fort, un peuple à qui on peut faire confiance. Regardez, hier, la semaine passée, je suis allé inaugurer Mekreko. Où avez-vous, ici au Congo, encore vu, n'est-ce pas, des civils, des Congolais comme ça, entre eux, créer une banque qui prospère? Ils sont comptés au bout des doigts. C'est-à-dire que chez les Outuriens, il y a cette dimension-là de confiance. Et ça, il faut exploiter. Il ne faut pas exploiter les tueries qui sont là. Non. Et chaque fois, je vous dis toujours, il faut changer de perception ici. Et j'espère que les gens me comprennent pour le faire. La paix est possible en Ituri? Ah mais oui. C'est plus la manipulation. On va vous dire les Ema et les Lendu ne s'entendent pas. Où avez-vous ici dans au Congo, est-ce que vous n'avez pas vu des tribus qui ne s'entendent pas? C'est-tu utile? S'entend-tu utile? Non. Mais non, ils résolvent leurs problèmes autrement. Mais il y a aussi beaucoup de richesses. Est-ce que les richesses, l'exploitation illégale des richesses ne serait pas la raison de ces tueries, ces massacres? Non, mais j'ai parlé d'un non-État. C'était ici, il y avait ce qu'on appelle un non-État. Et dans ces différentes communautés, il y avait aussi certains des criminels qui sont en train d'instrumentaliser ces populations-là. Mais aujourd'hui, vous avez vu, avec l'état de siège, je crois qu'ils ont pris du recul. Et même dans notre armée, ceux qui étaient en train de participer à ce non-État, vous voyez que je suis en train de les arrêter. Et donc, je pense que si nous pouvons avoir un dialogue, une réconciliation et arrêter avec les manipulations, je pense que l'Ituri ira de l'avant. Ça, je vous rassure. Dans quel délai, si c'est sous votre leadership? Dans quel délai? Dans quel délai, la paix? En tout cas, moi, je ne pense pas... Avec le dialogue et les opérations, je ne pense pas qu'on peut encore dépasser 3 mois. Je ne pense pas. Merci. Voilà. Merci beaucoup, mon général, le général Luboya Kachama, gouverneur militaire de la province de l'Ituri, province sous l'état de siège. Merci à vous de nous avoir reçus. Merci à vous, chers auditeurs, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Ici se termine cette édition spéciale en direct de Bunia. Je remercie mes collègues, Christine Abedito de la radio Montbleu, ici à Bunia, et notre correspondant permanent dans la province de l'Ituri, Franck Assanté. Je rends l'antenne à Kinshasa. Demain, nous ne serons pas en mode vidéo malheureusement, mais nous serons toujours dans l'Ituri avec un des notables de cette province, 83 ans, ancien commissaire d'État. Il nous a dit une confidence, avoir reçu il y a quelques heures pour la première fois la visite du gouverneur militaire Luboya Kachama. Nous recevrons demain peut-être une des bibliothèques de cette province. J'ai cité le notable Faustin Tsbo Kalogi. L'actualité continue.